ce nouveau chapitre. Donc si je vous ai convoqué ici pendant les vacances, c'est parce que dans ce chapitre, on va voir des choses qui sont que vous avez déjà vues pour la plupart, au début en tout cas. On va retravailler la division euclidienne, on va revoir les ensembles de nombres, on va parler des nombres pairs et des nombres impairs. Mais l'importance de ce chapitre, en fait, vient du fait que on va s'entraîner à faire des démonstrations. D'accord? C'est ici ce que vous avez écrit en gros, hein, c'est les démonstrations. Elles sont parfois très lourdes en arithmétique. Donc l'arithmétique, c'est l'étude des nombres. Et donc on va s'entraîner à, vers la fin du chapitre, ou même dans tout le chapitre, on va s'entraîner à démontrer correctement les choses. Donc ça va vous entraîner en fait à rédiger dans une copie. Et cette rédaction, cette rigueur dans la rédaction, elle va être extrêmement importante pour vous l'année prochaine en première générale. Donc préambule en mathématiques, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire un préambule? Donc soit vous pouvez activer votre micro, soit l'écrire dans le chat. Et sinon vous pouvez mettre non aussi, comme ça on peut continuer et passer à la suite. Non, vous savez pas ce que c'est un préambule. Un préambule, c'est ce qui vient avant le début d'un chapitre. On va dire que dans une copie de français, vous allez appeler ça une introduction. D'accord? Ça veut dire que ce qu'il y a dans ce grand 1, c'est absolument pas à savoir et c'est absolument pas au programme. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi l'arithmétique, c'est un chapitre qui est intéressant. Donc, comme je l'ai dit, l'arithmétique, c'est une partie des mathématiques qui est consacrée à l'étude des nombres. En particulier, vous avez devant les yeux un théorème qui est un théorème qui, comme ça, paraît très bizarre et pas très buvable, mais avec un petit paint qu'on va faire ensemble, je vais vous l'expliquer et vous allez voir pourquoi il est très facile à comprendre. Le théorème de Fermat, il dit quoi? Il dit que si on prend trois nombres entiers, alors Fermat, il est pas très gentil, hein, les nombres entiers, il les appelle x, y et z, hein. On avait vu que x, y et z, c'est plutôt des noms de variables pour des réels. En tout cas, lui, il le fait comme ça, donc voilà. Et ben, quand on prend ces entiers et par exemple qu'on met des carrés sur tous les nombres, ça vous fait penser à quel théorème connu? Si je fais x au carré plus y carré est égal à z au carré. Est-ce que ça vous fait penser à un théorème qu'on connaît bien? Ouais, pythagorisme. Le théorème de Pythagore. Effectivement. Oui, j'imagine. Le théorème de Pythagore. Voilà. Et donc, si maintenant on vous pose une question, on vous posait une question de est-ce qu'il existe des nombres entiers qui vérifient ce théorème, le théorème de Pythagore? Est-ce que vous connaissez des nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Est-ce que vous connaissez trois nombres qui vérifient cette égalité? Donc je peux, par exemple, hein, je pourrais très bien dire, je sais pas, 6 au carré plus 10 au carré égale à 14 au carré. Je me pose la question, est-ce que ça marche ça? On peut essayer de faire le calcul, hein. 6 au carré c'est 36, 10 au carré c'est 100, égale 14 au carré 144. Est-ce que c'est vrai ça? Non, ça marche pas. Voilà, exactement. Dalil, tu as alors 3 plus 4 égale 5, voilà, on modifie. Et effectivement, 3 au carré plus 4 au carré, c'est égal à 5 au carré. Exactement. 14 au carré? Ah oui, c'est 12. Oh purée, merci Madame Dillon qui est parmi nous. Ah, c'était pour voir si vous suiviez. Je savais que c'était pas égal. Oh là là, c'est les vacances, hein. Merci. Hop, hop, 196 du coup. Merci. Voilà. Donc ces trois nombres, ils vérifient le théorème de Pythagore et donc dans le théorème de Fermat, où vous voyez un petit n, et ben si maintenant n il était égal à 2, et ben on pourrait trouver des nombres entiers qui vérifient ce théorème. Ben, le théorème de Fermat, il dit quoi? Il dit que si je remplace ces deux-là par une puissance 3, par exemple, hop, si je mets un 3 ici, et ben on va pas réussir à trouver de nombres entiers qui vérifient cette égalité. Quels que soient les nombres entiers que vous allez
essayer, on peut réessayer avec 3, 4, 5 par exemple, et ben le premier nombre au cube plus le deuxième nombre au cube, ce sera jamais égal à un troisième entier au cube. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ben, l'énoncé de ce théorème finalement n'est pas si compliqué. Voilà, on le voit en secondes. Par contre, dans l'histoire des mathématiques, alors il faut enlever le zéro. Hein, dans l'énoncé du théorème, ici on a mis un petit n étoile. D'accord? Donc ça veut dire que x, y et z ne peuvent pas être égales à zéro. Sinon, effectivement, 0 au cube plus 1 au cube, c'est égal à 1 au cube. Mais donc du coup, il aura fallu 300 ans pour les mathématiciens pour démontrer ce théorème. Alors que l'énoncé en soi est pas si difficile et on se dit bon bah on a juste à essayer avec tous les entiers. Mais le problème c'est d'essayer avec tous les entiers. On peut pas, enfin on peut en essayer quelques-uns, mais on peut pas s'assurer que ça marche pour tous les entiers qui sont non nuls. Et donc l'arithmétique c'est ça. L'arithmétique c'est réussir à manipuler les nombres pour réussir à démontrer des choses qui paraissent très faciles au départ, mais bon, quand on se rend compte que dans les démonstrations, il va falloir redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour pouvoir faire tout ça. Voilà. Fin de l'introduction, du coup, et on va pouvoir passer au rappel. On fait l'étude des nombres. L'arithmétique, c'est l'étude des nombres, donc il va falloir rappeler ce que c'est ces trois ensembles de nombres. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur grand N? C'est l'ensemble des entiers naturels, exactement. Et du coup, ce sont les entiers qui sont positifs. Ok. Ensuite, grand Z. Je mettrai la correction après parce que écrire à la souris, c'est pas très joli, donc je vous mets la version complétée devant les yeux si vous avez envie de le réécrire. Mais bon, si vous connaissez tous, on peut passer directement à la suite. Grand Z, ce sont les entiers relatifs. C'est quoi la différence entre les entiers naturels et les entiers relatifs, du coup? Voilà, il y a les négatifs. On va rajouter les nombres négatifs dans les nombres entiers négatifs dans grand Z. Donc, puisque les éléments de grand N sont dans grand Z, on pourrait, si on se rappelle un peu de cette notation, on va pas l'utiliser dans ce cours, hein, mais d'accord? Quand j'écris ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand j'écris cette formulation bizarre. On l'avait vu en début d'année. Ouais, Axel, exactement, inclus. Très bien. Voilà, tous les entiers, enfin tous les nombres qui sont dans grand N, ce sont des nombres aussi qui sont dans grand Z. D'accord? Donc si on devait l'expliquer mathématiquement, pour tout élément de grand N, eh ben cet élément, il est aussi dans grand Z. Exactement. Et le dernier alors, ce Q, c'est quel ensemble? C'est l'ensemble des nombres rationnels, effectivement. Est-ce que vous vous rappelez comment on écrit ces nombres rationnels? Sous la forme d'une fraction, exactement. Alors du coup, si on l'écrit sous la forme d'une fraction, comment on va l'écrire? Enfin, est-ce que vous vous rappelez de la caractérisation de l'ensemble des rationnels? Comment est-ce qu'on l'a écrit sous la forme d'un ensemble? Est-ce que si on l'a fait, enfin, on l'a fait, il me semble, mais c'est quelque chose qu'on a peu réétudié plus tard, parce que c'était pour dans ce chapitre, en l'occurrence. Puisque c'est une fraction, eh ben il nous faut, pour écrire une fraction, il nous faut quoi? Si je veux écrire une fraction. Donc là, hop, je prends mon paint. Une fraction, c'est par exemple un demi, 4 cinquièmes, 7 huitièmes. Voilà, il nous faut deux nombres. Et donc, Dalil nous dit qu'il y a un nombre qui doit être dans n et un nombre qui doit être dans z. Alors, s'il y a un des nombres qui est dans z et un des nombres qui est dans n, alors, par exemple, moins 3, 5, effectivement, ça marche. Il y en a un qui est dans z, ça c'est un entier relatif, et ça c'est un entier, donc très bien. Mais si je fais ça, moins 5 sur 0, est-ce que c'est une fraction que je peux écrire?
Voilà, exactement. Alors, Axel, les fractions d'anti-relatifs, on pourrait dire hein, que c'est une fraction d'anti-relatif, mais l'important ici, et Dalil s'est corrigé tout à l'heure, enfin juste après, ici il faut que le nombre il soit différent de 0. Donc on va rajouter une petite étoile au n. Et c'est exactement comme ça, du coup, qu'on va noter et qu'on va décrire l'ensemble des nombres rationnels. Donc, petit rappel, du coup, quand vous écrivez un nombre rationnel, si vous prenez dans un exercice un nombre rationnel, eh ben, il va être de la forme a sur b, d'accord, c'est une fraction, où a est un entier relatif et b est un entier naturel non nul, parce que sinon on diviserait par 0 et ça nous pose problème. D'accord? Donc je vous laisse. Est-ce que quelqu'un a besoin de temps pour réécrire ça, ou est-ce que c'est assez clair dans votre tête pour pouvoir passer au rappel d'après? Donc écrivez-le dans le chat si vous voulez un petit peu de temps pour écrire. Ok, parfait. Donc on peut passer à l'autre rappel. Hop, on descend. On va parler de la division euclidienne. Ouais, forcément, puisqu'on est dans un chapitre où on utilise les entiers. La division euclidienne, c'est la première division que vous avez appris en primaire, et c'est la division qui utilise les entiers. Alors par exemple, hein, hop, une division euclidienne, vous avez l'habitude en fait de poser ça, de se dire, bah, si je fais la division euclidienne de 15 par 4 par exemple, vous dites combien de fois je vais devoir mettre 4 dans 15 pour au maximum. Effectivement, ça va être 3 puisque quand je mets 3 ici, ça va me donner 3 fois 4, 12. Et je fais la soustraction, hop, il reste 3. Alors c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'on a plusieurs fois le même nombre. Donc on va le faire avec 20 et on va faire la division euclidienne de 20 par 3. Pareil, combien de fois je vais mettre 3 avant de dépasser 20? 6 effectivement, puisque 6 fois 3 ça fait 18. Je fais la soustraction et il me reste 2. Ok? Donc ça c'est la division euclidienne que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, ça c'est pas très pratique. C'est pas très pratique parce que on met pas en place d'égalité et en mathématiques on préfère écrire des relations avec des égalités. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait écrire si je devais lier le nombre 20 avec le nombre 3, le nombre 6 et le nombre 2? Est-ce que vous pourriez me trouver une égalité qui lie tous ces nombres-là? Il y en a plusieurs, hein? Alors, 20 divisé par 3 est égal à 6 plus 2. Alors, si je fais 20 divisé par 3, c'est 20 tiers. Ça, c'est un nombre avec un nombre à virgule qui s'arrête jamais. Ça peut pas être égal à 6 plus 2 qui vaut 8. Donc là, c'est même pas une égalité ce que tu nous proposes, Dalil. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Et sinon, je vais vous l'expliquer et normalement ça devrait être très clair pour vous. Comment on pourrait lier tout ça? N'oubliez pas, hein, on fait la division de 20 par 3. Donc effectivement, ce 20 divisé par 3, il est intéressant tout de même, hein. Mais voilà, exactement. En fait, quand on fait la division euclidienne de 20 par 3, on se rend compte que 20, c'est égal à 6 fois 3. Et il me reste ce nombre qui est ici, si j'arrive à trouver ma souris, qui était ici, 2. C'est 6 fois 3 plus 2.
Ok? Et donc ça, c'est une écriture d'une division euclidienne sous la forme d'une égalité. On comprend que quand je fais la division euclidienne de 20 par 3, il va me rester 2. Pareil, si je la faisais par la division euclidienne de 20 par 6, il me reste aussi 2. Hein. Est-ce que ça va pour cette forme d'égalité? Vous en pensez quoi? On va faire des exemples, hein, de toute manière, on va s'entraîner. Mhm. Ok, bah du coup, définition. Quand on fait la division euclidienne de A par B, donc si on garde notre exemple de tout à l'heure, nous on a fait la division euclidienne de 20 par 3 et on a dit que 20 c'est égal à 6 fois 3 plus 2. Donc effectuer la division euclidienne de A par B, donc dans notre tête c'est par exemple 20 par 3, c'est trouver deux entiers Q et R. Donc Q ça va être ce nombre-là, le 6. Alors du coup je vais l'écrire dans l'autre sens, comme ça on est dans le même sens que... euh, oui, hop, 3 fois 6, on va plutôt l'écrire comme ça. C'est trouver deux entiers Q et R, tels que A il est égal à B fois Q plus R. D'accord? Donc ici, le 20, ça représente le petit a, le b, ça c'est 3, le q, c'est 6, et le r, c'est 2. On l'appelle q parce que c'est le quotient de la division euclidienne, et on l'appelle petit r parce que c'est le reste de la division euclidienne. Donc on prend la première lettre du mot, et ça marche plutôt bien. D'accord? Donc en mathématiques, quand on fait une division euclidienne, en fait, d'un nombre par un autre, on ne pose plus comme on l'a fait à l'époque, même si c'est une méthode pour le trouver, hein, c'est une méthode pour trouver QR, mais du coup on va l'écrire sous forme d'égalité. Et du coup, remarque, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant et ce que je viens de dire. Donc on va passer à l'exercice qui est juste après. Je vais vous laisser 3 minutes pour faire les divisions euclidiennes qui sont dans l'exercice juste en dessous. D'accord? Je vous laisse afficher comme ça à l'écran comme ça vous pouvez noter le théorème et je vous laisse faire les 4 divisions euclidiennes qu'il y a juste en dessous. Et je reviens dans 3 minutes.
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des problèmes pour l'instant. Pour le moment, on réécrit juste des choses que vous connaissez déjà, normalement, donc ça devrait plutôt bien se passer. Ok. Alors, une petite remarque qui est écrite dans la définition et dont on n'a pas forcément parlé, c'est que ici, le reste, si je le compare au quotient, il y a quelque chose qui est important à voir. Pardon, le quotient, c'est pas 3. Ah bah bravo. Enfin, il est ici le quotient dans celui-ci. Hop, hop. Si je compare les quotients et les restes, pardon, pardon, les dividendes. Excusez-moi. Donc quand on divise 10 par un nombre, donc par 3, voilà, effectivement, Axel, R, le reste, il est toujours strictement plus petit que le nombre par lequel on divise. Et ça, c'est super important, d'accord? Donc là, on divise par 3, le reste, il vaut 1, et effectivement, c'est un nombre qui est strictement plus petit que 3. Dans le deuxième, on divise par 4, et le reste, qui vaut 3, est bien strictement plus petit que 4. C'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que, en fait, ces nombres-là, ils sont, ça permet, cette condition, de dire que cette égalité, elle est unique. C'est qu'on n'aura pas une autre décomposition, par exemple de 10, comme étant l'écriture de 3 fois un nombre plus un nombre. Et donc, pour plus tard, ça va être extrêmement important cette condition. D'accord? Le reste doit toujours être plus petit que le nombre par lequel on divise. Ok, alors on peut continuer. C'est la remarque qui est écrite ici. D'accord? Donc, elle est unique. Donc, ce qui est écrit en dessous, je vous le fais pas lire pour l'instant. C'est délicat. Ça, vous pouvez le dire. C'est écrit ici, hein, une fois le chapitre terminé. Ok, donc là, vous pouvez mettre un petit panneau rouge à lire quand on aura terminé le chapitre. D'accord? Pour le moment, on est encore au tout début. Le but, c'est pas de directement faire des démonstrations très compliquées, mais en tout cas, à la fin du cours, les plus motivés d'entre vous pourront essayer un petit peu de regarder cette démonstration, qui est pas forcément très facile, puisqu'il y a beaucoup de primes, mais voilà. Est-ce que ça va pour cette introduction? C'est des rappels, mais des rappels qui nous mettent un petit peu le goût à écrire des égalités avec les nombres. Maintenant, on va commencer un petit peu à passer à des inconnus. On va arrêter d'écrire les nombres, mais ça va rester intéressant. Alors, multiple et diviseur dans Z. Grand 3. Donc, la première définition de enfin, l'objectif de cette partie, c'est d'étudier les multiples et les diviseurs. C'est dans le titre. Les multiples et diviseurs, normalement, vous savez déjà ce que c'est, hein. En tout cas, la notion de multiple, c'est pas quelque chose qui vous est inconnu. D'accord? Donc, définition, on prend deux nombres A et B. L'objectif, c'est de faire la division euclidienne de A par B, hein. Donc, cette division euclidienne de A par B, elle s'écrit du coup bah, A égale BQ plus R. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ben, il y a des cas particuliers, comme on l'a vu juste au-dessus, hein. C'est celui qui nous a un petit peu dérangé, hein, c'est ce plus 0. Donc il y a des cas où le reste, il est nul. Et ben quand le reste, il est nul, c'est comme si je pouvais, hop, effacer ce R de l'égalité, puisque ça vaut 0. Donc A, c'est égal à B fois Q. Et ben on va dire, à ce moment-là, que B, il divise A. D'accord? Donc je vais vous le mettre avec la version complétée. Ça, on enlève, ça en passe, ça en passe, ça en passe. Voilà. On va dire que B, il divise A, ou que A est un multiple de B.
On va faire un petit, enfin, l'exemple de tout à l'heure, c'était 99, c'est 11 fois 9. Donc dans ce cas-là, soit on peut dire que 99 c'est un multiple de 11, soit on peut dire que 99 c'est un multiple de 9, soit on peut dire que 11 c'est un diviseur de 99, soit on peut dire que 9 est un diviseur de 99. Ok, donc si par exemple je dis que 40 c'est 10 fois 4, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme conclusion si on devait utiliser le vocabulaire divise ou multiple? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat des relations avec les mots divise et multiple? Alors, on s'entraîne. Donc là, 40 c'est 10 fois 4, donc on est dans le cas de la définition. D'accord? C'est là où le reste il est égal à 0. Donc ce plus 0, on l'écrit plus à ce moment-là, quand on fait des multiples et des diviseurs. Mais si je prends la définition, si par exemple je fais la division euclidienne de 40 par 10, eh ben, je vais pouvoir dire que 10, il divise 40. Ou je vais pouvoir écrire que 4, il divise 40. Mais je peux aussi écrire dans l'autre sens. Si je veux commencer par 40, je peux écrire que 40 est un multiple de 10, ou sinon que 40 est un multiple de 4. Exactement, Kylian. Donc je vous repose la même question. Alors il n'y a pas beaucoup de place ici, mais on pourrait passer sur Paint, mais comme ça vous avez bien la définition devant les yeux. Si j'écris que 150 c'est égal à 3 fois 50, est-ce que vous pouvez me donner un nombre qui divise l'autre? Une phrase avec blablabla divise blablabla. Effectivement, 3 et divise 150. Est-ce que vous en avez un deuxième qu'on pourrait écrire? 50 du coup divise également 150, exactement. Et du coup, 150 est un multiple de 3. Ou on peut aussi écrire que 150 est un multiple de 50. Exactement. Est-ce que ça va pour cette définition? Pour ce mot de vocabulaire, vous voulez qu'on fasse un autre exemple? Un autre exemple, ok? Donc un autre exemple, on va dire que... bah, je sais pas moi, 2 fois 7, et on a 14. Donc voilà, si on essaie une phrase avec divise, effectivement, 2 il va diviser 14. Hmm. Est-ce qu'il y a un autre nombre qui divise 14? Il y a 7, exactement. Et ensuite, 14 est un multiple de quel nombre?
14 est un multiple de 7. Ouais. Et un multiple de 2. Ok. J'ai l'impression que vous avez bien compris maintenant. Donc on va pouvoir passer à la suite. Propriété. Donc la remarque, je vous la laisserai la lire quand vous aurez imprimé le cours. C'est c'est un détail. En tout cas, on va pas s'en apercevoir dans les calculs. Donc quand on va dire que P divise N, donc on se rappelle, hein, P divise N, donc par exemple on a dit, je reprends une des phrases, c'est 7 divise 14, par exemple. Et ben, quand on dit que un nombre divise un autre nombre, et ben, c'est qu'il va exister un nombre tel que 14, dans ce cas-là, c'est égal à 7 fois quelque chose. D'accord? Quand on dit que 7 il divise 14, c'est qu'on sous-entend qu'on va pouvoir trouver un nombre qui, multiplié par 7, va donner 14. Ce nombre-là, on l'a écrit tout à l'heure. C'est quel nombre? C'est 2, exactement. Et ben, quand vous pouvez trouver ce nombre-là, et ben c'est qu'on peut écrire cette phrase-là, 7 divise 14. Par exemple, moi je vous le dis, 10, il divise 200. Est-ce que vous pouvez me trouver le nombre tel que 200 est égal à 10 fois quelque chose? Voilà, exactement, 20. Donc la définition, enfin la propriété qu'on a devant les yeux, c'est si j'ai un nombre qui divise un autre nombre, donc si j'ai P qui divise N, nécessairement, eh ben, je vais trouver un autre nombre tel que N il est égal à P fois cet autre nombre. Sauf que les trois petits points, c'est fini pour nous, depuis longtemps. Et donc, en mathématiques, on va dire, eh ben, il existe un nombre, ce nombre, on va le nommer, on va l'appeler K, et donc tel que N est égal à P fois K. En maths, on met plus le fois quand il y a deux lettres d'affilée, donc N est égal à PK. Est-ce que ça va pour cette propriété? Ouais. Petite question, est-ce que 3 divise 36? Donc c'est une question, on ne le sait pas. Est-ce que 3 divise 36? Oui. Mais alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez me donner le nombre qui permet de montrer que 3 divise 36? Alors il y a du 6, il y a du 12. Donc qu'est-ce que je dois faire? Pour montrer que 3 divise 36, il faut que je trouve un nombre k tel que 36 est égal à 3 fois k. Voilà, exactement. Et donc en l'écrivant comme ça, on montre que k c'est égal à 12. Et donc effectivement, 3 divise bien 36. Autre question, est-ce que 4 divise, pardon, hop, 25? Est-ce que 4 divise 25? Non, effectivement. Donc là, bah, pour le vérifier, on se pose la question, est-ce que
25, ça s'écrit comme 4 fois un nombre. D'accord? Donc ça revient à se dire, est-ce que 25 c'est 4 fois un nombre? Non. Pourquoi? Bon bah là on va peut-être faire une division euclidienne, hein. Bah parce que 25 c'est 4 fois un nombre, hein. C'est 4 fois 6 plus 1, exactement. Donc 4 ne divise pas 25. Et donc 25 n'est pas un multiple de 4. Ok, parfait. Est-ce que ça va pour cette propriété et cette notion? C'est du coup, ça va être l'objet principal de toute notre étude dans ce chapitre. D'accord? C'est les arguments de divisibilité, du coup, vous allez voir, on va en parler. C'est quelque chose qui va être très important. Donc, quand dans un exercice, on vous dit, on suppose que P divise N, eh ben, c'est qu'il existe un cas tel que N est égal à P fois K. Vous allez le voir, on va l'utiliser dans une démonstration pour clore la séance aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des impératifs de temps aujourd'hui? Sinon, on peut faire une petite pause maintenant, ou on fait la remarque et après on fait une petite pause et on continue après. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a des impératifs de temps, disons que si on arrête à midi? Héloïse, tu dois partir à quelle heure? Disons que c'est 12 heures maximum, hein, de toute manière, on va se arrêter probablement avant, mais 11h30. Ok, bah du coup on va continuer, on va pas faire de pause et on s'arrêtera à 11h30, ça fera une séance d'une heure et demie. Ok, ça marche. Alors, on écrivait sur la version complète du cours. Ok, bon, c'est pas très grave. Remarque. Donc cette remarque, c'est juste du vocabulaire, hein. Donc quand, quand on a cette égalité, n est égal à p fois k. Alors je vais un petit peu effacer ce que j'ai mis ici, comme ça on voit un petit peu mieux. Hop, hop et hop. Donc quand on est dans le cas où n il est égal à p fois k, donc où n, p et k ce sont des entiers, on dit que p divise n c'est la définition. Pareil pour n est un multiple de p, ici c'est dans la définition. Mais du coup on peut le transformer, et on peut dire bah n il est divisible par p, et sinon p est un diviseur de n. Ok, je vous laisse écrire ça. C'est les 4 mots de vocabulaire qui sont possibles dans un exercice. Alors, ces mots de vocabulaire, apprenez-les, mais pour l'année prochaine, ce ne sera pas forcément extrêmement important. Ces mots-là seront très importants, par contre, en maths experte, pour ceux qui feront maths experte en terminale. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vraiment refaire de l'arithmétique, et vous en aurez besoin. Mais sinon, c'est que du vocabulaire. Dans notre cours, on va beaucoup utiliser P divise N ou un diviseur. C'est ces deux phrases qu'on va beaucoup utiliser. Ok, alors je repasse du coup sur la version à trous. Hop. Et du coup, on va s'attaquer à un petit exercice. Petit exercice pour essayer de nous intuiter tout ça, qui est enfin, la propriété qui va venir après. Pardon, je vous ai spoilé. Alors, on vous demande de montrer que 7 divise 21 et que 7 divise 56. Donc si vous avez compris, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat une égalité qui permettrait de montrer que 7 divise bien 21? Ouais, exactement. 21. Je vais changer de couleur, pardon. Hop, le bleu c'était bien. 21 c'est 7 fois 3, exactement. Et on vous demande de montrer que 7 divise 56. 56 c'est 7 fois combien? 7 fois 8, exactement. Ok,
Assez facile, très bien. Maintenant, deuxième question, on vous demande de montrer, enfin, on vous demande de dire si 7 il divise 21 plus 56. Alors 21 plus 56, ça fait combien? Ouais, 77. Et donc du coup, la question c'est, est-ce que 7 divise 77? Ouais, c'est grâce à 11. Donc effectivement, 77, c'est 7 fois 11. Ok. Bon, l'énoncé, il est fait d'une telle sorte et il est écrit d'une telle manière quand même que il a envie de vous faire voir quelque chose. Qu'est-ce que vous... Quel est le lien entre la première question et la deuxième question? Ouais, Panda, 8... Dalil, purée, pardon. 8 plus 3 est égal à 11. Ouais, exactement. 8 plus 3 est égal à 11. Mais alors, du coup, il faut expliquer un petit peu le lien. Alors, regardez, si je mets ces deux égalités les unes en dessous des autres, pensez équation. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver la relation qu'on a écrite ici, ce 77 égale à 7 fois 11 à partir de ces deux choses-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, je vous donne la réponse. Imaginez qu'on fait un plus ici. Méthode par combinaison, on fait plus sur des équations. Là, c'est que des nombres, hein, pourquoi pas, mais ça a quand même probablement marché. Bah, d'un côté, j'ai 21 plus 56. Voilà exactement. Alors, du coup, Sherlock Holmes, ça doit être Adam? Je sais pas. Oui, non. Ça fait longtemps que. Ouais, ok. Ça va nous donner 7 fois 3 plus 7 fois 8. Mais là, du coup, comme Adam vient de le proposer, quand je fais 7 fois 3 plus 7 fois 8, en fait, enfin, je peux factoriser. D'accord? Là, vous avez deux termes avec un facteur commun. On la peut faire, enfin, même s'il n'y a pas du x, hein, ici, j'ai la somme de deux termes avec un facteur commun. D'accord? Donc, du coup, ça va me donner, hop, je mets le facteur commun devant, 7 multiplié par, entre parenthèses, mes facteurs non communs. Donc, je vais avoir 3 plus 8. Et 3 plus 8, ça nous fait 11. Et donc, on retombe sur cette égalité. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette partie? En fait, on pouvait répondre à la question 2 en additionnant les deux égalités qu'on avait données dans la question 1. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ça?
donc sinon, on va... Ok. Donc on va pouvoir passer à la propriété d'après. Et donc, c'est l'observation qu'on fait dans cet exercice. D'accord? Si vous avez P qui divise N et P qui divise N'. Donc N et N', ce sont deux nombres qui sont différents. Donc là, on est dans le cas de l'exercice, hein. Regardez, j'ai 7 qui divise d'un côté 21. Donc 7 qui divise d'un côté 21. Donc 7 divise un premier nombre. Et ensuite 7, il divise aussi un deuxième nombre. Ok. Et ben on a montré que 7 divisait la somme des deux. Non, c'est pas la bonne couleur. Le code couleur, vous continuez si vous avez envie. On va quand même le faire. Hop. 7, donc le nombre ici, il divise la somme des deux autres nombres. Et cette propriété, on va la démontrer. Donc du coup, on va probablement s'arrêter là-dessus quand même. Je pensais qu'on aurait le temps de continuer sur ça, mais si Héloïse s'en va, on va s'arrêter là. Ça fait une heure et demie à peu près qu'on travaille, donc ce sera très bien. Avant, est-ce que vous avez des questions sur cette propriété? Est-ce que vous avez compris du coup l'énoncé? Ouais, l'exemple d'avant, il est plutôt parlant. Donc l'idée, c'est que ben, si un nombre divise un premier nombre et qu'il divise un deuxième nombre, et ben, il va diviser la somme de ces deux nombres. Et ça, du coup, on va le démontrer. Et ça va être nos premiers pas dans les démonstrations d'arithmétique. Et donc, pour mercredi, je vous demande d'essayer de compléter cette démonstration. Vous pouvez regarder avec, vous pouvez regarder avec la version complétée. De toute manière, on la fera ensemble. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de continuer le cours, vous pouvez, bien sûr, hein, vous êtes totalement autonome dans tout ça. Nous, on le fera à notre rythme tout de même. Et sinon, on va s'arrêter là-dessus et je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez remonter le tableau. Hop, voilà. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve du coup mercredi à 10h30 pour la suite de notre chapitre. Ok, ça marche, Kylian. Bon, parfait. Au revoir, bonne journée.